Mais avant demain. Et avant demain, si vous avez aimé l'émission, bien sûr, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un yeuve ou une yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Plutôt comme dit Beyoncé à la fin de ses tutos karaoké sur YouTube. Abonnez-vous à notre podcast. Non, ça c'est la reine en fait. Ça n'a rien à voir. C'est pas Beyoncé, c'est n'importe quoi. Sur les internets. 3615 Pop sur Instagram et Twitter. Mais Jay-Z va vous casser la gueule. Je m'en fous, même pas peur. France Inter, il est 17h. Le flash, Hélène Roussel. 18 cas au total, 2 morts et un patient toujours dans un état grave au CHU d'Amiens. Mobilisation générale en France contre le coronavirus. Emmanuel Macron ce matin en visite à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour dire tout son soutien aux soignants face à une épidémie qui est, je cite, devant nous. Et le Premier ministre en réunion de crise à la mi-journée à Matignon avec les chefs de parti et de groupes parlementaires. Opposés à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites, encore une séance houleuse ce matin. Ensemble en revanche face à la menace comme un parfum d'unité nationale. Simon Le Baron. Cohésion, esprit républicain, l'heure n'est pas à la politique politicienne, assure à la sortie de la réunion les participants. Du chef de file des sénateurs LR, Bruno Retailleau. Rien ne me permet aujourd'hui d'entamer une quelconque polémique. Au leader des députés insoumis, Jean-Luc Mélenchon. Le pays va affronter, d'après le Premier ministre, un péril commun, donc il fallait déjà, je l'ai fait, lui dire que dans cette hypothèse, on ne manquerait pas de la solidarité qui s'impose. Unité nationale donc? Pas tout à fait. Marine Le Pen continue, elle, de remettre en cause la gestion de la crise par le gouvernement et de réclamer un durcissement des contrôles aux frontières. Cette idéologie que je ressens, qui consiste à dire en aucun cas, jamais il ne faut pouvoir envisager la moindre maîtrise d'une frontière, m'apparaît relever plus de l'idéologie que du pragmatisme qui est nécessaire. Réponse du Premier ministre Édouard Philippe dans la foulée, n'écoutez pas ceux qui veulent tirer profit de la situation. Beaucoup d'idées qui paraissent simples, mais qui sont en réalité simplistes et inefficaces, sont émises. Il nous appartient, ensemble, d'accompagner nos concitoyens sans jamais jouer sur les peurs. Les politiques unies autour du gouvernement contre le coronavirus donc et contre les polémiques lancées par le Rassemblement national. Édouard Philippe qui promet aussi la transparence totale et rassure. 108 hôpitaux se tiennent prêts, dit-il, à recevoir les malades. Le nombre de tests de dépistage fabriqués est largement suffisant. 200 millions de masques ont également été commandés, même si, rappelle le Premier ministre, la meilleure façon de se protéger, c'est bien d'adopter des gestes simples plutôt que de courir en pharmacie. Le virus n'est pas en circulation générale dans la population française, dit-il encore. On n'en est même pas au stade 2. En ce qui concerne l'enquête après les 2 cas de coronavirus dans l'Oise, on cherche toujours le patient zéro, comprendre comment ces 2 hommes ont pu être contaminés alors qu'ils ne rentraient pas de zone infectée et qu'ils n'avaient aucun lien entre eux. Le service de réanimation de l'hôpital de Creil où a séjourné la victime a été fermé pour 14 jours. Le maire de Beauvais demande également à ce qu'on mette des barrières sanitaires à l'aéroport pour les vols en provenance d'Italie. En attendant, les médecins qui ont vu l'enseignant de 60 ans mort dans la nuit de mardi à mercredi ont assuré aujourd'hui qu'il avait une autre pathologie, ce qui aurait considérablement aggravé son état. Les victimes du coronavirus, rappelle-t-il, sont des patients au système immunitaire affaibli. Une réunion sur le coronavirus et les mesures à prendre dans les entreprises est annoncée pour demain au ministère du Travail avec les partenaires sociaux. Et sur le plan économique, justement, les marchés financiers traduisent l'inquiétude, moins 4% à la Bourse de Paris, qui creuse un peu plus ses pertes avant l'ouverture à New York. L'épidémie rendue à un point décisif. Les mots de l'Organisation mondiale de la santé cet après-midi. Les pays doivent agir rapidement avec ces cas qui se multiplient un peu partout sur la planète. Plusieurs malades en Espagne, en Allemagne, en Angleterre. 400 en Italie qui reste le principal foyer en Europe avec 14 morts. 29 morts en Iran et ce n'est que le bilan officiel. Le Japon, la Corée du Nord et l'Irak ferment les écoles. L'Arabie Saoudite ferme la porte de la Mecque. Le roi de l'évasion qui ne veut plus sortir de cellule. Redouane Faïd, en grève de la faim depuis une semaine, refuse d'assister à son procès en appel. Encore une histoire de braquage. Celui-ci remonte à 2011. C'est donc un début d'audience pour le moins décousu. Ariane Grissel suit les débats pour nous devant les assises de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Il n'est pas là, mais il n'est question que de lui. Redouane Faïd a refusé ce matin d'être extrait de sa cellule. Première interruption d'audience, un huissier est envoyé le sommer de comparaître. Sans succès, ce sera non, pas de Redouane Faïd à l'audience. Le détenu n'a rien bu, rien mangé depuis 8 jours. Il proteste contre ses conditions de détention à l'isolement. Selon son avocate Yasmina Belmokhtar, il n'est pas en état physique d'être jugé. Il peine à parler, il n'arrive pas à se tenir debout. Il n'est pas aujourd'hui en l'état de se défendre
utilement. La présidente décide de poursuivre l'audience malgré l'absence de Redouane Faïd. La défense en demande ensuite le renvoi au nom de la grève des avocats de la santé du braqueur, avance également des arguments plus techniques. Hugues Vigier est aussi l'avocat de Redouane Faïd. Pour lui, ce procès doit se tenir dans une autre juridiction. La juridiction de Saint-Omer, il y a une sécurisation au mètre carré comme nous n'en avons jamais vu. Avec toute la ville qui est fermée et juste au moment où je vous parle, à côté la cathédrale où on ne pourra pas enterrer qui que ce soit pendant 3 semaines à cause de ce procès. Nous jugeons un homme qui apparaît déjà comme un monstre avant même d'être devant ses juges. La Cour doit maintenant étudier les demandes de renvoi de la défense de Redouane Faïd, un accusé qui prend tellement de place malgré son absence qu'on en oublierait presque que 3 autres personnes comparaissent également dans ce procès. Ariane Grissel à la cour d'assises du Pas-de-Calais. On ne l'apprend qu'aujourd'hui, mais il y a 3 jours, la société Lubrizol a été mise en examen pour dégâts environnementaux. On ne connaît toujours pas les causes de l'incendie du 26 septembre dernier à Rouen, mais l'entreprise d'hydrocarbures est placée sous contrôle judiciaire et doit constituer une caution de 4 millions d'euros, une sorte de garantie pour l'indemnisation des victimes. Les syndicats d'Air France confirment les informations de la Tribune. La compagnie prévoit bien de supprimer 1500 postes dans les 2 ans qui viennent. Il s'agit de ne pas remplacer les départs à la retraite, notamment parmi le personnel au sol. Enfin, au chapitre économique encore, Huawei va construire sa première grande usine en dehors de la Chine et le géant chinois des télécoms a choisi la France. Un site de production d'équipements radio pour la 5G. On ne connaît pas encore l'endroit précis, mais investissement minimum 200 millions d'euros, 500 emplois à la clé pour commencer. On peut rappeler que Huawei est au centre d'une polémique avec les États-Unis. Les Américains l'accusent d'espionner pour le compte de Pékin. Aujourd'hui sur France Inter, la démocratie participative est dans le téléphone sonne. Le 18-20, Fabienne Synthèse. Alors que vous êtes sur le point d'élire votre maire, que disent ceux qui ont essayé autre chose? Il y a des exemples de gouvernance totalement participative. Sont-ils transposables, adaptables à tout type de ville? À quoi on se heurte? Qu'est-ce qui est mieux? 01 45 24 7000. Et l'actu du monde, c'est dès 18h. Aujourd'hui, nous sommes au Soudan. Le 18-20, 2 heures d'infos internationales et interactives. À tout à l'heure sur France Inter. Un vendeur est demandé, quête numéro 5. 125 heures et 16 minutes. Pardon, 17 minutes. C'est le temps que vous consacrez en moyenne chaque année à faire vos courses. Ah, chérie, on a oublié de peser les pêches. Tu peux y aller? Et si le moment était venu de consacrer du temps aussi à votre épargne? À la Caisse d'épargne, nous vous proposons le parcours épargne personnalisé, très utile pour vérifier si vos placements sont toujours en phase avec vos projets. Caisse d'épargne, vous êtes utile. La recherche de performance expose à un risque de perte en capital. 17h07 avec nous sur France Inter. Mais c'est Charline Vanhoenacker. Bonjour Charline. Oui, bonjour Hélène Roussel. Tout va bien? Oui, vous avez passé une bonne journée de flash? Oui, puis je vais passer vous faire un petit bisou parce que moi j'ai pas peur des miasmes. Ah très bien. Comment ça des miasmes? Des miasmes, bien sûr. Le coronavirus, ça vous dit quelque chose? Juliette Arnaud qui a toussé. Ouais. Bon bah alors peut-être que je vais pas venir. À tout de suite alors Hélène Roussel, nous vous attendons. Et pour les auditeurs et pour nous, c'est parti. Deux semaines plus tôt, dans le bureau de Par Jupiter. Bon, qui est libre pour aller au théâtre demain soir? Ah bah non, moi je peux pas, j'ai un apéro avec le collectif Les Jeunes avec Raffarin. Oh, non, dis-moi, le théâtre, c'est un truc de vieux, un art bourgeois. Ah, bah, dommage, parce que je voulais inviter Tommy Bugsy. Hein? C'est bon, j'y vais. Moi, je suis libre. Moi, je suis entièrement libre. J'ai jamais été aussi libre de ma vie. Attends, qu'est-ce qui t'arrive, Juliette? Bah ouais, on dirait moi quand je suis accrédité au MEDEF. Ouais. Non, mais c'est parce que j'avais pas bien entendu que c'était du théâtre. Mais moi, j'adore le théâtre. J'y vais. Ok. Non, mais attends, c'est quoi le sujet de la pièce? C'est ce que j'ai essayé de lui dire. Là, il incarne un tirailleur sénégalais qui est en prison, qui risque de se faire fusiller. Ce matin, 9h, dans le bureau de Par Jupiter. Alors, Juju, cette pièce de théâtre? Eh ben, je m'en remets pas. Oula, il t'a fait de l'effet à ce point-là? Ah non, mais la pièce m'a ouvert les yeux sur un pan de l'histoire de France que j'ignorais totalement. Ah ouais, j'imagine, la France et la colonisation, on n'a pas fini d'en apprendre quand même. Je le découvre parce qu'il chante. Mon papa à moi, c'est un gangster. Et 20 ans plus tard, il m'apprend l'histoire. Oui, mais attends, c'est génial, Juliette. C'est comme si t'avais grandi avec lui. Oh, comme si j'avais vieilli avec lui. Mais Juju, attends, je comprends pas. Il y a 2 jours, on t'a quitté adolescente, puis là, on te retrouve. Arrête, tu vois bien que ça va pas. Et puis là, on te retrouve. Il a mûri, lui. C'est grand ce qu'il fait, c'est utile. Oui, mais toi, tu vas l'aider à en parler. C'est très utile, Juliette. Et puis il sera là en studio, encore plus près qu'au théâtre. Mais c'est vrai, ça. Mais ouais, en chair et en os, il sera là. Il faut que je me remaquille. Faut que j'appelle ma meilleure copine. Elle va pas me croire. Mon papa à moi. Ça y est, on la repère. Moi, je dirais plutôt qu'on la retrouve, hein. Mais adolescente, quoi.
France Inter, vous écoutez la start-up de la radio publique. Dont il n'y a pas de devise du jour. Ah mince. Parce que j'ai oublié de l'écrire. Ah non. Voilà. Mais moi je viens à l'émission que pour la devise du jour. Désolé. Mais j'ai un sommet. Oh, c'est bien ça. C'est bien. Oui, qui est pas très rigolo. Attendez. La vidéo d'un abattoir a fait scandale, mais pas autant que le mensonge du ministère de l'Agriculture révélé par un échange de mails. Il montre la fabrique des éléments de langage pour faire passer cet abattoir pour un centre de thalasso. J'ai un copain qui m'a renseigné là-dessus. Lui, il faisait le porc. Les premiers mois, il a eu des cas de suicide dans le bétail, mais après, ça s'est arrangé. La prestigieuse université de Yale fait sa révolution. L'histoire de l'art ne se racontera plus à partir de l'Europe. En avant la transversalité. Ça a l'air de rien? Nous, en France, c'est bon. On a déjà fait le job. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Alors que l'air du temps est chargé d'hommages dès qu'une personnalité disparaît, Lionel D, le pionnier du rap en France, vient de nous quitter dans la plus grande discrétion et au moment où le genre affiche une réussite insolente. Bordel de Dieu, mais tout le monde se fout de tout ici alors. Eh oui. Et c'est Juliette Arnaud qui va nous donner le tiercé dans l'ordre. Oui. Et en commençant avec celle dont la voix a une particularité en commun avec la bourguignonne Colette et la tahitienne Miss France 2019 Vaimalama Chavez, toutes trois roulent fièrement les airs Rukiata ou Edraogo. Merci Juliette. Alors? Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler de Feu Théodule, le papa de tonton Théophras, ancien tirailleur sénégalais. Très bien. Ensuite, celui que nous avions chargé de répandre la bonne parole qui nous démontre chaque jour son talent pour dénicher les gens privés de voix intérieure. Guillaume Meurice. Bonjour à tous. Je suis allé voir la CFDT, moi. J'adore la CFDT. J'ai une passion pour la CFDT. Et j'ai rencontré des militants qui sont même passés de la CGT à la CFDT. Je suis passé de gauchiste à curé. Ouais, ils sont lucides. Hein. Ça, c'est lucide, je trouve. Enfin, la maîtresse des élégances jupitériennes. Oui, ça lui fait pas mal de taf, son long combat en cours contre les chaussures véganes de Guillaume Meurice. Qu'importe, elle a les épaules. Clara Dupont-Mono. Bonsoir, je vais vous parler d'un livre doux. Qu'est-ce que c'est qu'un livre doux? Très bien. Et voici celui qui va ambiancer notre open space. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Juliette, calmez-vous. Vous êtes... Stomy Bugsy. Oh là 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 là. Charline Vanhoenacker, Juliette Arnaud. Par Jupiter. Bienvenue Stomy Bugsy. Il y a une bonne vibe ici, j'aime bien. Écoutez, ça va pas durer, ça va pas durer. Et oui, et elle est sincère parce que ce qu'on a raconté dans le petit sketch de début, c'est pas loin de la vérité. On raconte toujours la vérité. Dit, tiens, Stomy Bugsy a coécrit une pièce, il joue dedans. Un jour, j'irai à Détroit, en ce moment au théâtre du Gymnase. Juliette Arnaud a dit, mon Dieu, je veux absolument y aller. Et puis elle est revenue, elle nous a dit, je suis sur le cul parce que j'ai appris un truc de dingue que j'ignorais. Voilà, on va en parler tout de suite. Je vous laisse Juliette Arnaud, Stomy Bugsy, entre vos mains. Alors, c'est donc l'histoire de Un jour j'irai à Détroit. C'est l'histoire d'un mec, Djili Amakombi, qui combat pour la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est fait prisonnier en 1940, comme plein d'autres. Il va en camp de prisonniers, comme plein d'autres, mais lui, il n'en sort que pour aller à Fresnes, pas la ville, la prison, avec deux autres désobéissants à une époque où, sous couvert d'épuration, on fusille à tout va. C'est l'histoire d'un mec qui va se rebeller, qui s'est rebellé contre l'armée française. C'est comme ça qu'il se retrouve en prison, mais c'est aussi ainsi qu'il va échapper à un massacre dont j'ignorais totalement l'existence, qui est le massacre de Tiaroy. Un jour, ce mec devra, suite à ça, aller à Détroit. Pourquoi? Je ne peux pas vous le spoiler ici, il faut aller voir la pièce pour savoir. Puisque le savoir est une arme, Monsieur Bugsy, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce fait historique complètement négligé qu'est le massacre de Tiaroy? Alors, le massacre de Tiaroy, c'est un crime d'État, un mensonge d'État. Armelle Mabon, une historienne, elle a longtemps enquêté. Pendant 20 ans, elle a fait des enquêtes, des recherches partout. Et il y en a plein d'autres. Ces prisonniers-là, après 4 ans dans les fronts de Stalag, sont sortis des camps de prisonniers allemands, sont sortis et ont réclamé leur solde à leurs supérieurs. Comme n'importe quel soldat. Oui, voilà. Comme n'importe quel soldat. Et dans les fronts de Stalag, il n'y avait pas juste que des Africains noirs, il y avait aussi des Maghrébins, il y avait aussi des Malgaches aussi, il y avait aussi des Indochinois aussi. Mais ces tirailleurs-là, on voulait vite les faire partir de la France. Donc on leur a demandé
d'aller à Morlaix, au camp de Morlaix, et au camp de Morlaix, vous serez payé. On vous donnera vos soldes de captivité, vos primes d'indemnisation, etc. Ils ont été à Morlaix gentiment. Donc en Bretagne. Voilà, à Morlaix, au camp, et là-bas, il y avait un bateau, le Circassia, un bateau anglais qui devait les amener au camp de Tiaroy. Moi, mon personnage d'Ilia Macombi refuse. Parce qu'on lui a déjà promis sa solde à Morlaix. À Morlaix, la solde n'arrive pas. Donc, il refuse de prendre le bateau. Donc, il est jeté en prison à Fresnes. Et dans la vraie histoire, 315 parmi ces 2000 soldats ont refusé. Ils ont pris des 10 ans de prison, ils ont pris des peines de prison. Et donc, ceux qui ont accepté, qui ont suivi leur gradé, qui ont accepté de prendre le bateau, arrivés au camp de Tiaroy, toujours pas de solde. Toujours pas de paye. Donc ils se rebellent un peu, ils demandent à leur gradé, ils prennent à partie un général, et le général les calme, dit bon, vous inquiétez pas, demain je reviendrai et vous serez payés. Mais l'armée française, les gradés, commandent 3 automitrailleuses et au petit matin rafale le camp de Tiaroy de balles et voilà. Et donc il y a eu entre 300 et 400 morts. Et c'est un crime, un mensonge d'État, un crime déguisé. Et ces soldats-là ont été jetés dans des fosses communes. À Tiaroy, il existe un cimetière où il y a des tombes, mais les tombes sont anonymes et vides. Il n'y a pas de nom dessus. Et parce que les corps sont encore là-bas. Donc on essaye avec cette pièce de théâtre, c'est une pierre en plus à l'édifice qu'un jour il y aura une justice et que enfin l'armée reconnaîtra ces crimes et que enfin ces soldats aient des pierres tombales et soient reconnus, soient amnistiés et réhabilités dans l'armée française et que leurs enfants deviennent un jour pupilles de la nation. Aucun politique n'a jamais reconnu. Si, il y a eu reconnaissance, mais on a minoré le chiffre de ceux qui ont été fusillés, peut-être. Oui, François Hollande a été au camp de Tiaroy, il a reconnu une partie, mais à peu près 70 fusillés. 70, mais il y en a plus que ça. Mais maintenant, il faut vraiment que ces soldats soient réhabilités et amnistiés. Voilà, c'est ça le plus important. Et ceux qui sont... Pardon. Vous avez choisi de raconter cette histoire en injectant dans ces faits réels. Vous avez choisi d'injecter une partie de fiction pour raconter 3 personnages différents qui sont 3 soldats qui font ce qu'on peut faire de pire face à une armée, c'est-à-dire non, ça je le ferai pas. Et pas des choses très graves, c'est pas des désobéissances très graves. Il y en a un par exemple qui veut pas porter le pantalon d'un mort. Exact. Et vous avez décidé donc de mettre de la fiction là-dedans. Il y a une raison particulière à ça ? C'est pas vraiment de la fiction. Le personnage de Marcel Brevant, ce soldat français blanc qui est sur la droite de ma cellule, ils font connaissance, ils ne se voient pas pendant toute la pièce parce qu'il y a les murs de la prison, donc ils font connaissance juste avec leur voix et ils se taquinent un petit peu. C'est une vraie histoire qui s'est passée en 14-18, mais qu'on a décidé de mettre en 39-45. C'est un vrai soldat qui a refusé de combattre suite à l'explosion de son char. Il a subi une opération, donc on lui avait découpé son pantalon, on lui a donné le pantalon d'un mort taché de sang. Il n'a pas voulu, il a préféré aller combattre avec son pyjama et s'est gradé en voyant ce soldat avec son pyjama, l'ont envoyé en prison. Et c'est dans la vraie histoire, il se fait exécuter. Et oui. Allez-y, continuez, c'est pour donner la parole ensuite à Clara. Allez-y, Clara. Non, mais terminé. Voilà, et le soldat qui est sur ma gauche, c'est un soldat américain qui, lui, s'est fait fusiller aussi en 39-45 parce que c'était un des seuls combattants américains qui a refusé pas un des seuls, mais qui s'est fait exécuter parce qu'il avait peur sur les champs de bataille. Et ça, c'est une vraie histoire. C'est un des seuls qui a été exécuté parce que dans sa jeunesse, ça avait été un petit délinquant. Voilà, donc pour l'exemple, il a été fusillé. Donc on a voulu montrer cette histoire-là, ce tirailleur sénégalais, ce soldat français blanc et cet américain, c'est ces 3 tragédies, montrer la bêtise de la guerre et l'atrocité de la guerre aussi. Juste en 2 mots, est-ce que vous savez ce qui est arrivé à ceux qui ont atterri en prison comme votre personnage ? Est-ce que vous disiez qu'ils ont écopé de 10 ans de prison et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sortent de prison ? Il y en a qui ont été graciés, mais pas amnistiés ni réhabilités. Donc il y en a qui n'ont pas touché leur solde, voilà. Ils ont été dégradés, injustement. Parce qu'ils réclamaient leur solde. C'est incroyable. Et en plus, plus on apprend sur ce massacre de Tiaroy, chaque fois que j'en parle, je tremblote un peu, parce que plus on apprend sur ce massacre, et plus on voit à quel point c'est dégueulasse. Les survivants, parce que quand l'armée a tué tous ces gens-là, il y a eu des survivants. Ils ont été amenés dans des hôpitaux, et l'armée a envoyé des gens dans les hôpitaux les tuer. C'est pour ça qu'il n'y a aucun survivant. C'est incroyable.
Un jour, invitez l'historienne Armelle Mabon, elle vous racontera ça. Très bonne idée, certainement. Armelle Mabon, regardez tous les gens qui veulent savoir sur le massacre de Tcharoy, regardez sur Internet. Voilà, Armelle Mabon, le massacre de Tcharoy. Voilà. Et une porte d'entrée, c'est d'aller vous voir dans cette pièce. Un jour, j'irai à Détroit, de Stomy Bugsy et David Desclos. Oui. Qui joue Marcel Brovant sur scène aussi avec moi. Oui, avec aussi Cyril Guel également, dans une mise en scène de Dominique Coube. Et c'est au théâtre du Gymnase, du jeudi au samedi à 21h. C'est jusqu'à fin mars. Et peut-être irez-vous ailleurs en France pour le jouer? On essaye on va la jouer partout, dans tout le monde entier. On essaye aussi d'aller à Détroit. Voit cette pièce, quoi. Vous devez vraiment parcourir le monde entier avec cette pièce. Il faut partout, dans toute la francophonie. Oui. Eh bien, déjà, un premier pas, c'est d'aller au théâtre du Gymnase, alors, sous la recommandation de Juliette Arnaud. Merci. On va y revenir, bien sûr. Stomy Bugsy avec nous. Eddie Floyd, Knock on Wood. Knock on Wood. Et oui. Ouais, bien sûr, je l'ai fait à la flamande. Eddie Floyd, vous écoutez France Inter, par Jupiter. C'est Stomy Bugsy, notre invité, qui est le co-auteur d'une pièce qui s'intitule Un jour j'irai à Détroit. Il joue dedans, c'est au théâtre du Gymnase, à propos du massacre de Tcharoy, dont on a oublié de dire que ça se situait près de Dakar. Voilà, exact. Stomy Bugsy, pour vous entourer, Juliette Arnaud nous dit qu'elle a invité... Elle dit qu'elle a invité évidemment Rokata Ouedraogo, Clara Dupont-Mono, et puisque j'ai pas le choix, Guillaume Meurice. C'est contractuel. Hein, et on va entamer la partie actualité de cette émission par petite revue de presse, on va dire. La République, c'est moi! Le journal de presque 17h17. C'est très bien ça. Brigitte, tu veux une petite anisette? Et on commence par les titres. Oui, dans ce journal, on parlera de la campagne d'Agnès Buzyn à Paris. Il sera donc question de voyage en terre inconnue. On parlera aussi du coronavirus. Il sera donc question de voyage sans retour, peut-être. Et enfin, on parlera de Gabriel Mazneff. Il sera question de voyage scolaire, donc. Excusez-moi.
Et donc on commence par la politique. Oui, dans le Parisien, aujourd'hui en France, on apprend que le camp d'Agnès Buzyn commence à être déçu de sa candidate. Un de ses proches a même déclaré, je cite, « Elle a tendu le bâton pour se faire battre ». Décidément, les candidats LREM de Paris aiment avoir quelque chose de tendu. Non, tendu comme je veux dire. Non, vous m'avez vu venir. Bah oui, Okay. on enchaîne. On y va. Allez. Politique toujours, coup dur pour le PS, le temps de parole dans les médias de François Hollande, qui fait la promo de son livre, est décompté du temps de parole des socialistes pour les municipales. C'est dur, très dur. Ouais, les socialistes ne pourront donc pas parler autant que les autres à la télévision. Non, c'est dur de croire que François Hollande est socialiste. Ah oui, c'est ça que je disais. Voilà. Quand même, oui. Allez, Marine Le Pen, maintenant, veut consacrer 2 milliards d'euros sur 5 ans à la lutte contre l'insécurité. Attendez, Marine Le Pen, c'est bien la présidente du parti qui est tellement en galère en ce moment qui demande un emprunt aux Français Ouais, c'est le Rassemblement National. Ah, d'accord. Je crois qu'au niveau de la crédibilité, on est au niveau de Charline Vanhoenacker qui prend un abonnement dans une salle de sport, en fait. On est là, quoi. Ouais. On enchaîne, peut-être. Justice, à voilà, présent. c'est ça, justice. La Cour de cassation a jugé que les seins nus des fémènes sont de l'exhibition sexuelle. Oui, en revanche, les têtes de gland de la Cour de cassation ne posent aucun problème. Belgique à présent, un policier toxicomane de Charleroi a échangé son arme contre de la cocaïne. Oh là, mais quel pays de dégénérés, la Belgique, c'est quand même pas possible. Quoi. Attendez, vous voulez qu'on parle des policiers qui donnent des balles de LBD aux gilets jaunes? Oui, mais nous, c'est gratos au moins. C'est vrai. Voilà, plaisir d'offrir, joie de recevoir. On enchaîne. Science à présent. Selon une étude publiée par CNN, si vous conduisez une voiture de luxe, vous êtes probablement stupide. Oui, je sais, j'ai lu ça au volant de ma Fuego là ce matin, que j'ai garé d'ailleurs juste à côté de votre Lamborghini, Clara, d'ailleurs. International à présent, en Ukraine, 37 000 bouteilles de vodka frelaté ont été saisies depuis 2014 et ont été détruites. Ouais, Gérard Depardieu, on pense à toi, gros. Il est en deuil, le pauvre. Alcool toujours. La marque de bière Corona souffre effectivement de son association avec le coronavirus. Alors que la bière, en général, souffre déjà beaucoup de son association avec la Corona. C'est pas faux. Face au coronavirus, justement, Donald Trump conseille de faire comme lui si quelqu'un éternue, c'est-à-dire fuir. Ouais, alors là, il y a peu de chances qu'il l'attrape quand même. Hein. Pourquoi ? Si j'étais le coronavirus, j'aurais pas envie de choper un Trump. C'est vrai quelle horreur. Oui. On est d'accord. Horreur et États-Unis toujours. La vidéo d'une petite fille de 6 ans menottée fait scandale. Une fille de 6 ans menottée, c'est ce que Gabriel Matzneff appelle un vendredi soir. Espionnage dans le village de Saint-Bonnet, près de Bord en Corrèze. Un stylo enregistreur a été découvert dans la salle du conseil municipal. Pas dingue, l'adaptation de James Bond sur France 3 Régions. pas ouf. Le centre de dons des corps de la faculté de médecine de Paris est au cœur d'une polémique sur la gestion des cadavres. Elle a été cambriolée fin janvier. Arrêtez d'embêter les cadavres. Bah oui, soutien à Gérard Collomb quand même. 17h27 sur France Inter. Voilà pour cette page. C'est bien, comme ça tout le monde est bien informé. Oui, aussi. J'ai l'impression. Parce que le flash d'Hélène Roussel, des fois, ça suffit pas. Voilà. Allez, Stomy Bugsy est avec nous. On va aborder ce premier sujet. C'est le ministère de l'Agriculture qui a fait une sacrée boulette avec les veaux de l'abattoir de Dordogne, filmé par l'association L214. Cette vidéo montre que la réglementation n'y est pas du tout suivie. Il y a des veaux qui restent par exemple sensibles et conscients au moment de l'abattage. Alors le ministère a fabriqué et envoyé des éléments de langage pour dire non, leur bien-être a été respecté. Mais cette fabrique du mensonge a fuité, une erreur de destinataire de mail les a fait connaître à l'extérieur. Donc allez, visite de cet abattoir du bien-être. Quand les bêtes arrivent, elles sont 150 dans un camion. Pourquoi 150? De façon à ne pas trébucher durant le transport. Une fois qu'elles arrivent ici, c'est pas compliqué. Elles suivent la ligne blanche et on les dirige inéluctablement, elles sont 2 par 2, vers la zone d'abattage. C'est peut-être la partie la moins marrante, quoique. Et là, on n'a jamais dû tirer 2 fois, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, enfin, moi, c'est mon petit péché mignon. François Damiens dans Dickeneck, film d'Olivier Van Hofstadt. Stomy Bugsy, vous êtes vegan, n'est-ce pas? Donc, on s'est dit que cette histoire devait pas mal vous mettre en pétard, parce que non seulement il y a non-respect des règles pour un abattage, mais en plus, il y a le ministre de l'Agriculture qui produit un mensonge, ce qu'on appelle des éléments de langage, pour dire le contraire. Et puis ça fuite et ça fait un nouveau scandale. Oui, c'est une honte, c'est incroyable, c'est effroyable ce qu'on a vu dans les images. Et des créatures comme ça, innocentes, traitées de cette façon. Moi, c'est grâce à ces genres de vidéos que je suis devenu vegan. Depuis longtemps, je ne peux plus cautionner ces crimes. C'est-à-dire que le déclic s'est fait en voyant des vidéos de L214, oui, pour en parler. Il y a au moins plus de 4 ans. Ouais. Il y a 4 ans, et les vidéos que j'ai vues, elles m'ont retourné le cœur. Des veaux. Un veau, c'est un bébé. On mange des bébés. Et les gens qui mangent des cochons, des chèvres, on mange... En fait, tous les animaux qu'on abat, ce sont des adolescents ou des bébés.
Faut qu'on se dise Alors ça. vous êtes vegan, c'est-à-dire que c'est un stade en plus de végétarien. C'est vegan, il y a une forme de radicalité, on peut dire, dans la démarche. Non, c'est pas radical, pas du tout. Non, c'est normal. J'essaie de leur expliquer. Est-ce que vous n'êtes pas vegan, vous êtes végétarien. Non, c'est vrai. Est-ce que je manque de quelque chose? Non, vous avez l'air bien. Non, il suffit que je fasse du sport, j'ai des muscles qui sortent. Donc, non, on n'a pas besoin de tuer les animaux. En fait, on n'a pas, même ça nous rend malade. On n'a pas l'acidité d'un lion ou d'un tigre. On brûle mal la viande. On n'élimine pas, ça reste dans le côlon, dans l'estomac. On n'a pas le système digestif d'un félin. Donc, mais si on mange des petites quantités de viande. Déjà d'en manger moins, c'est déjà un premier pas. C'est déjà un premier pas. Voilà, je vous pousse à ça. Mais alors justement, vous, il y a 4 ans, vous voyez cette vidéo, est-ce que vous avez arrêté de manger des animaux du jour au lendemain, ou est-ce que vous êtes arrêté progressivement? Non, du jour au lendemain. D'abord, j'ai arrêté la viande du jour au lendemain. Après, je me suis dit, je vais continuer un peu le poisson. Après, je me suis dit, mais pourquoi le poisson? Le poisson, c'est comme si c'était un bœuf ou... Nemo. Oui, qui est sur Terre. Non, c'est comme si un chien qui est dans l'eau. Donc, je me suis dit, non. C'est le vivant, quoi. Oui. Ouais. C'est la vie, en fin de compte. Je vois la vie dans les animaux. Dès que moi, d'être devenu vegan, c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée. Après mes enfants, après tu vois la vie partout. Et vous n'êtes pas disputé? Il n'y a pas de différence entre un animal et nous. Il a une progéniture, il mange, il chie, et voilà. Il vit, il a sa vie, il a son instinct. C'est la vie. Vous n'êtes pas disputé avec vos amis depuis que vous faites des dîners avec des régimes spéciaux? Non, tout va bien. Je pense que tout le monde est vegan au fond de soi. C'est pour ça que la plupart des gens, ils veulent pas voir ce genre de vidéos. Mais ce que je trouve choquant, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, Stomy, mais dans cette histoire de L214, c'est l'attitude du ministère qui, en fait, au lieu de dire peut-être oui, il y a encore des efforts à faire, etc., ils sont tout de suite dans une forme de mensonge, en fait. Parce qu'ils disent les premiers résultats montrent que le respect du bien-être animal est là. Enfin, je veux dire, non mais c'est... Vous voyez ce que je veux dire ? Ils disent qu'il n'y a pas de violence policière aussi. Les spasmes sont uniquement musculaires. Enfin, à la limite... Les éléments de langage. Non, mais même pour ceux qui sont pas encore au véganisme, même là, il y a quelque chose de choquant, parce que c'est dans le maquillage de la réalité. À un moment que le ministère dise, il n'est pas normal qu'il y ait de souffrance animale, c'est déjà pas pareil de dire, il n'y en a pas, qu'il n'y en a pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, vous savez, je pense que les gens qui sont dans les ministères, comme dans ce ministère-là, ils sont un peu contrôlés par des lobbies. Exactement, c'est pourquoi, je vais revenir à Thiaroye, pourquoi les ministères de la Défense ne reconnaissent pas le massacre de Thiaroye. Parce que ils sont contrôlés. Voilà, c'est simplement pour ça. Et on a vu Nicolas Hulot, il n'a pas tenu. Il n'a pas tenu. Il visait les lobbies en justifiant son départ. Stomy Bugsy, c'est donc l'un de vos combats. On va revenir à l'histoire des tirailleurs sénégalais d'ailleurs. Tiens, Rukata Ouedraogo est parmi nous pour notre plus grand plaisir. Allez-y, Rukata. En Afrique, quand le soleil se couche sur la savane et qu'après une rude journée de travail, Tarzan vole de liane en liane pour aller retrouver Jen. Avant le début de l'Afrique a un incroyable talent. À cette heure, entre chien et loup, tous les soirs, un étrange ballet se déroule sur la place des fêtes au pied des arbres à palabres. Les vieux tournent en rond autour des baobabs en se demandant ce qu'ils vont bien pouvoir encore raconter lors de la veillée. C'est quand même pas une sinecure de raconter une histoire pleine de sagesse ancestrale tous les soirs. Mais dans le village de ma famille, la question ne se posait pas, car le vieux douanier racontait toujours la même histoire. Une histoire pleine de bruit et de fureur répétée tous les soirs inlassablement depuis qu'il était rentré de la guerre, la seconde. D'ailleurs, à la longue, les villageois lassés ne se déplaçaient plus pour l'écouter. Chacun avait conclu que le vieux était revenu du front avec la calebasse fêlée et qu'il ne fallait plus compter sur lui pour la sagesse ancestrale. Le seul qui écoutait tous les soirs le vieux Théodule était son fils, un petit garçon prénommé Théophraste, mon tonton. Théodule avait été enrôlé comme tirailleur sénégalais bien qu'il fût burkinabé. Une fois en France, comme tous les tirailleurs, il s'était bâti ni plus ni moins héroïquement qu'un autre. Mais envoyé au front comme chair à canon, il n'avait pas été canonisé et était encore vivant le jour de l'armistice. Quand Pétain abdiqua victorieusement, grand-père Théodule fut démobilisé et renvoyé au Sénégal, plus précisément à Thiaroye, près de Dakar. Quand je fus en âge de comprendre la sagesse des contes africains, mon tonton Théophraste me raconta à son tour cette histoire. « Vois-tu, ma fille, après la guerre,
la France démobilisa ses troupes coloniales. Sur la photo de groupe où posaient les résistants, les vrais, les faux, ceux de la première ère, ceux de la dernière, personne ne voulait voir de noirs. Mais pourquoi les Français ne voulaient pas voir des noirs sur leurs photos? Au début, je croyais que c'était pour une histoire de contraste. Les noirs, on les voit moins bien sur les photos en noir et blanc. Mais papa Théodule m'a donné une autre version. Ah bon? Oui, il m'a dit que les Français ne voulaient pas admettre que des Noirs avaient pu les aider à sortir du pétrin. À la limite, si le Noir, il était américain et qu'il jouait du jazz, oui. Mais un Africain des colonies, sûrement pas. J'y crois pas. Tiens-toi bien, ma fille. Non seulement les tirailleurs sénégalais, on ne voulait plus les voir, mais on ne voulait même pas leur payer les sommes promises lors de leurs bons et loyaux services. Non, je peux pas croire une chose pareille de la part de la France. Et comme ils étaient furax, ils ont un peu bousculé un gradé français pour se faire entendre. Alors, l'armée française a canardé le camp de Tchoraï pour mater ces indigènes indisciplinés. Mais dis donc, tonton, il n'abusait pas un peu avec ces histoires de grand-père Théodule? On dit qu'il avait la calebasse fêlée. Ma fille, moi je ne crois pas à cette histoire de calebasse fêlée. Dans la famille, on a la tête dure. Et pourquoi on les appelait les tirailleurs? Ça c'est parce qu'un petit malin s'est amusé à dire que quand on demandait aux Noirs de tirer ici ou là, ils tiraient ailleurs. C'est dire si on les prenait en plus pour des cons. Mais la vérité, c'est qu'ils étaient envoyés en première ligne pour se faire dégommer comme des pintades. Non, si, le plus fort, c'est qu'il a fallu attendre François Hollande pour que la solde des 3 ou 4 derniers tirailleurs encore vivants soit révalorisée. C'est bien la preuve que la France a un vrai problème à reconnaître cette histoire-là. Ça, c'est vrai, tonton. Quand je pense que Nicolas Sarkozy était allé à Dakar pour dire que l'Afrique n'est pas assez rentrée dans l'histoire. Tu parles, l'Afrique, on lui a plongé la tête dedans jusqu'aux pieds, oui. Tu vois, ma fille, comme dit le proverbe, aussi longtemps que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les récits de chasse tourneront toujours à la gloire du chasseur. Rokhata Ouedraogo, applaudi par Stomy Bugsy. Merci Rokhata. C'est l'histoire aussi que vous racontez, Stomy Bugsy, dans Un jour j'irai à Détroit, au théâtre du Gymnase, en ce moment, à 21h jusqu'au 21 mars. C'est du jeudi au samedi. Rokhata, on peut dire que vous avez appelé votre maman à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour lui lire votre chronique. Absolument. Et elle vous a appris quelque chose quand même. Oui, ça m'arrive de temps en temps, parce que ma mère, c'est un peu ma coach, vous voyez. Voilà, donc ça m'arrive de temps en temps de l'appeler, et je l'ai lu, ma chronique, et là, elle m'a raconté que mon grand-père aussi a fait la guerre, la deuxième. Et vous l'avez appris à cette occasion? Mais je l'ai appris à cette occasion, on n'a jamais eu l'occasion d'en discuter, c'est dingue. Hein, mais il était dans le camp des nazis, je crois. Donc on peut dire que c'est un peu grâce à Stomy Bugsy. Et en fait, je voudrais juste rajouter quelque chose, parce qu'en fait, ils étaient envoyés en première ligne pour se faire dégommer comme des pétards, comme je l'ai dit en fait. Et à un moment donné, tout le monde était par terre et ils ont joué le mort. Ils ont fait le mort pour pouvoir survivre. Il est resté une semaine sous les cadavres. Ils mangeaient, pas les cadavres, mais ils mangeaient le reste des repas des cadavres et ils buvaient leur eau. Et pendant une semaine, ils ont pu survivre comme ça et ils ont attendu que les Allemands partent pour pouvoir s'en aller à leur tour. Oui, les anciens, ils ne parlaient pas beaucoup ils sont très humbles. Tous les anciens combattants qu'on rencontre, ils sont très humbles et ils ne demandent pas grand-chose. Ils ont quelque chose de majestueux. Raison de plus de profiter peut-être encore de leur présence pour leur poser des questions, en tout cas de leurs descendants aussi. Et il n'en reste plus beaucoup, malheureusement. C'est ça, justement, puisque c'est encore un pan de l'histoire qui a défouraillé encore. Et on peut le faire avec vous, notamment, donc, dans cette pièce de Stomy Bugsy et David Desclos. On va y revenir avec Juliette dans un instant. D'abord un peu de musique. S'il n'est rien de nouveau, mais si toute existence fut déjà notre esprit, s'abuse étrangement pour la seconde fois, il donne en vain naissance, dérobant les trésors, à l'abri des lumières. Le soleil en son tour me montrait votre image pour quelque antique livre du temps où l'art d'écrire apparaissait au jour. J'aimerais voir ce que ce vieux monde a pu dire. J'en suis bien certain.
progressons ou si nous faisons pire, si rien ne change au cours. De nos révolutions. S'il n'est rien de nouveau, mais si toute existence fut déjà notre esprit, s'abuse étrangement pour la seconde fois, me montrer votre image. Ézéchiel Payès qui chante bien certains. Ézéchiel. C'est Ézéchiel. On l'a retrouvé celui-là. On l'a retrouvé sur la playlist France Inter. J'ai un petit neveu qui vient de s'appeler Ézéchiel, là, qui est né il y a 2 semaines. Donc je vais lui passer ça comme son. On lui dédie alors. Stomy Bugsy avec nous. Et avant de revenir au sujet qui nous préoccupe dans la pièce que vous jouez au théâtre du Gymnase, Un jour j'irai à Détroit, on va donner le micro à Guillaume Meurice. Oui, aujourd'hui enquête au cœur de l'ultra-violence. Reportage choc. J'ai infiltré un groupuscule parfaitement dangereux qu'on appelle la CFDT. Ils organisaient un événement autour des municipales ce matin à leur siège. Alors la CFDT, vous connaissez, c'est ce syndicat aux méthodes radicales. Hein. On se souvient tous de leur chef charismatique Laurent Berger à la matinale de France Inter. Des images insoutenables. Il avait fait toute l'interview sur les genoux de Dominique Seux, qui lui caressait le dos en lui embrassant la nuque. C'était vraiment terrible. On connaît aussi les méthodes de négociation de la CFDT sur la réforme des retraites. Hein. C'est hyper violent. Ils vont voir le gouvernement, ils leur font... Hey alors ça fait froid dans le dos. J'en parle là vraiment, mais ça me fait froid dans le dos. Ces gens n'ont aucune limite. Même Stomy Bugsy, on avait fait une chanson à l'époque. Mon papa à moi est un gangster. Il est à la CFDT et il est bien vénère. Mais bon, rien de tout ça ne m'a empêché de mener à bien ma mission, vous informer en toute impartialité. Je le fais au péril de ma vie, bien évidemment. D'ailleurs, à l'intérieur du siège de la CFDT, il y avait la police, tranquille, qui buvait des cafés. Il y a la police à la CFDT, c'est rassurant. Comment ça se fait qu'il y a la police à l'intérieur du siège de la CFDT? Allons savoir. Vous êtes copain avec la police? Moi, je connais. Oh, non, la CFDT aime la police. Voilà. Voilà, je vous avais prévenu, c'est quand même ultra violent. Là, le ministère amer, il prend une bonne claque dans sa gueule. Ça ressemble à un épisode de Oui Oui chez les CRS. Mais attention, restons concentrés. La CFDT est là pour nous parler de la réforme des retraites et elle est contre. Après, si elle arrive à trouver un compromis avec le gouvernement, c'est bien. Si elle n'en trouve pas, eh ben, elle se bat pour faire aboutir ce projet avec les moyens qu'elle a. Comment elle fait pour se battre alors, la CFDT? Elle va voir les députés, elle leur fait passer des amendements. Voilà quoi. Hein. Elle leur fait les gros yeux? Elle leur fait les gros yeux. Je suis désolé s'il y a des enfants qui écoutent. Hein. C'est évidemment des propos qui peuvent choquer, bien sûr. Alors nous, on est assez habitués puisque notre réalisateur François Audouin, il est adhérent à la CFDT. Et croyez-moi que quand il se met en colère, c'est terrible. L'autre jour de rage, il a mangé un petit lu périmé depuis 3 jours. Des images qui nous rappellent les heures les plus sombres des gâteaux secs. Alors, j'avais peur, bien sûr. J'étais au cœur de la bête devant une fanatique, mais j'ai continué pour vous, pour la France. Elle m'a expliqué les plans d'action. En décembre, on est tous partis en grève une journée pour montrer au gouvernement qu'on n'était pas contents. Hein. Une journée? On a fait une journée, ouais. Vous êtes des malades. Après, la grève, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Il faut essayer de convaincre. Convaincre, bien sûr. En langage CFDT, ça veut dire s'asseoir à une table en face du patronat et des fois ne pas le lâcher du regard pendant au moins 20 secondes. Il faut imaginer la tension que ça procure. On est vraiment sur du fondamentalisme. Hein. S'il y avait eu la CFDT dans Germinal, le bouquin, c'est 3 pages. Hein. Et Étienne Lantier, à la fin, il faisait des massages au patron de la mine, comme ça. Hein. Enfin, c'est quand même des mecs assez costauds. Là, on parle vraiment de radicalisation. D'ailleurs, j'ai osé la question. C'est quoi la chose la plus radicale que vous ayez faite en manif? Peut-être aller manger des merguez de la CGT. Oh, les tarés, les fous furieux, les maboules, hein, comme vous dites si bien, Charline. C'est une guérilla syndicale, et il faut le dire aussi, entre la CGT et la CFDT. D'ailleurs, on continue avec un autre syndicaliste. La CGT n'a pas vu la fin de son déclin. Est-ce que vous préférez la CGT ou le gouvernement? Moi, je n'ai pas de préférence à avoir. Moi, tu sais, franchement. Vous êtes en même temps un peu CGT, en même temps un peu gouvernement. Je comprends pas. Ah, il m'a vu venir. J'étais à 2 doigts d'être découvert. C'est pile quand j'allais le traiter de macroniste, parce que bon, j'ai beau être reporter de terrain, je suis aussi un homme. D'accord, j'ai mes failles, j'ai mes faiblesses. Heureusement, j'ai bifurqué, j'ai changé de sujet, parce que j'ai recentré sur ce qui nous intéresse évidemment, la réforme des retraites. Il est pour, mais pas telle qu'elle est là. Il y a des choses à changer, à modifier, à améliorer. Et c'est pour ça que la
CFDT, ça m'étonnerait finalement qu'ils signent des accords là-dessus. Ils approuveront peut-être les résultats, mais il n'y aura pas de signature, d'accord. Ils diront oui, mais ils signeront pas. Voilà, ça c'est vraiment la CFDT. Ils diront OK pour tout, mais ils signeront pas. Et c'est bien ça qu'il faut piger. Si vous avez des enfants, dès l'enfance, il faut percevoir ça. C'est des signaux de radicalisation. Si vous dites à votre gamin, tu finis ta soupe. Si votre enfant il vous dit non, en finissant sa soupe, c'est mort, il va être à la CFDT. Soyez hyper vigilants, vous le signalez à la police, aux autorités. D'ailleurs, puisqu'on a commencé avec la police, terminons avec la violence policière. Si, mais bien sûr qu'il y en a, bien sûr, il y en a partout, il y en a dans les familles, il y en a partout de la violence. Hein. C'est quoi la part de violence de la CFDT? Mais il y a moi je pense qu'il y a d'abord de la réflexion, la CFDT. Est-ce que les éléments radicalisés chez vous, ils taguent pas les vitrines, mais ils les nettoient? Non, faut pas caricaturer. Hein. Non, et puis c'est pas mon genre en plus, donc c'est bien. Et puis surtout, c'est pas moi qui ai commencé. Hein, donc faites attention à vous, restez vigilants. La CFDT, je le rappelle, prend également d'autres formes. On peut la retrouver sous l'appellation le gouvernement d'Édouard Philippe ou encore le MEDEF. Guillaume Meurice, merci Guillaume. N'agissez pas seul. Stomy Bugsy est avec nous. Juliette, vous soumettez le nouveau sujet ? Oui, alors Yale, fleuron de l'Ivy League, change ses basiques en matière d'histoire de l'art, finit le canon occidental idéalisé. Le monde universitaire se remet en question et semble désirer de plus de diversité, au risque de mécontenter les garants du classicisme. Pourtant, c'est rigolo aussi, la diversité. Je vois pas bien le rapport entre Ben Laden, les Pokémon et la tour de Pise. Et avec le Dalai Lama ? Non plus. C'est ça, les idées de génie. Au début, ça laisse toujours un peu perplexe. Mais t'en fais pas, va. Tu vas pas être déçu. Tu veux savoir ce que vous faites, là ? J'aide mon fils à faire son exposé sur les icônes du XXe siècle. Voilà, c'était le film Les meilleurs amis du monde de Julien Rambaldi. Donc en gros, l'idée c'est que à Yale, qui est vraiment une université quand même plutôt conservatrice, on ne va plus raconter l'histoire de l'art en commençant par exemple par la Renaissance et les peintres italiens. On va essayer, et l'Europe, c'est ça. Et l'Europe, et on va essayer de parler de l'histoire de l'art comme d'un sujet mondial. Alors forcément, je pensais à vous parce que je me demandais si, vous aimeriez qu'évolue l'enseignement, vous, de l'histoire en France, et ne serait-ce que, je ne sais pas, pour attiser l'attention de certains petits cancres, comme le petit Gilles Duhart à son époque. Qui est votre vrai nom, c'est ça ? Ouais. Mais à Yale, ils vont commencer par quoi alors ? Ils vont commencer, au lieu de commencer le cours ou d'introduction à l'histoire de l'art par typiquement la Renaissance, ils vont essayer de réfléchir au genre, aux conditions climatiques, à aller dans d'autres endroits du monde. Des choses plus universelles, voilà, vous voulez dire. C'est bien. Ouais. Il faut qu'il commence par l'Afrique. Le monde, l'humanité a commencé en Afrique. Le berceau. Oui, c'est le berceau de l'humanité. Et souvent, on a tendance à l'oublier. La première fois que l'homme s'est posé des questions, c'était en Afrique. Pourquoi il était venu sur Terre? L'art a commencé en Afrique, donc il faudra dire ça à Yale. Mais je pense que et ça ne passe d'ailleurs pas très très bien. Il y a plusieurs universitaires qui sont très très fâchés de ça parce qu'ils pensent qu'il faut continuer à hiérarchiser les savoirs et l'art. Ben oui. Voilà. Mais c'est vrai que le petit Gilles Duhart, Stomy Bugsy, moi-même, c'est vrai que moi-même, quand tu me parles d'université, moi j'ai redoublé 2 fois le CP. Donc quand tu me parles d'université, c'est très 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 loin des La démarche que vous faites, vous avez coécrit le texte de Un jour j'irai à Détroit, c'est de parler d'histoire, c'est la trame de la pièce, et c'est de prendre l'histoire. Souvent les Français, les politiciens français parlent du roman national, c'est-à-dire un roman qui doit aller à tout le monde et qui raconte l'histoire de France. Vous prenez vous renversez les choses, vous prenez un autre biais, un autre axe, et c'est souvent un angle mort, la colonisation, un angle mort du fameux roman national. Vous voulez apporter votre pierre, en fait, aussi. Oui, mais souvent, on demande aux jeunes, à la jeunesse de fils d'immigrés, de s'assimiler. Mais s'ils veulent vraiment que cette population s'assimile, il faut aussi leur dire pourquoi ils sont là. Il faut leur dire que voilà, vos parents, on les a amenés là pour faire la guerre, on les a amenés là aussi pour reconstruire la France, on les a fait venir ici. Et même pour les Français qui votent le Front National, il y en a plein, ils ne connaissent pas l'histoire, parce qu'on ne leur a pas appris aussi l'histoire de France, cette diversité aussi. Et c'est pour ça qu'il y a des mésententes et des incompréhensions dans la population. Il faut éduquer les gens. Et je pense par l'art. L'art, c'est un bon endroit pour éduquer les gens parce qu'on arrive à les sensibiliser, à toucher le cœur des gens. Mais basé sur la vérité, bien sûr.
Et c'est une révolution copernicienne à Yale que de penser comme ça. On vous renvoie à l'article de Slate qui en parle avec force détail. Clara Dupont-Mono, passons à la littérature avec vous. Bah oui, on parlait d'art, justement. Alors, on suit l'actualité ici, Stomy, donc je crois que vous aussi. Et l'actualité, ça ne nous a pas échappé. C'est bien sûr ce trio, Piotr Pawlinski, Alexandra de Taddeo et Juan Branco. Et devant la brutalité de cet épiscopat à 3 têtes qui exige un monde pur et transparent, quitte à détruire, moi, il me vient des envies de douceur. Voilà. Et comme ça tombe bien, la littérature adore la douceur. Alors à un moment, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un livre doux ? Un livre doux, c'est un livre qui ne chahute pas, ça existe, qui prétend pas renverser le monde, mais qui dit « Oh monde, comme tu es caressant ». Et là, j'ai justement un livre caressant, et vous allez repartir avec, Stomy, parce que je suis sûre que vous avez besoin de douceur, qui s'appelle « La belle Hélène » de Pascal Rose. Et alors, Pascal Rose, c'est prix Goncourt 1996 pour son premier roman. Elle s'est pris des torrents de critiques sur la figure, et face à cette attaque, elle a fait la meilleure chose qu'il fallait faire. En fait, elle a rien changé, et elle a continué d'écrire. Et au final, ça donne une 12aine de romans. Et ce dernier, La belle Hélène, qui est une merveille. Alors, Hélène, c'est l'anti-héroïne. Elle n'est pas jeune, elle n'est pas Miss Monde, elle n'est pas amoureuse. Elle est prof de littérature, elle s'approche de la retraite, elle vit seule. Et, scoop, elle est heureuse. Alors, évidemment, le temps passe, son appartement résonne uniquement de sa voix à elle. Mais elle est tenue par la joie de transmettre le message caché d'un texte à ses élèves. En fait, elle a cet amour de la vie qui rend la vie douce. Et elle fait partie de ces gens, quand elle rentre chez elle le soir, qui s'amusent à poser seulement le bout de sa chaussure sur la marche de l'escalier, juste par jeu. Elle fait partie de ces gens qui vont repérer tout de suite le rayon rose du soir qui tombe sur l'évier qui est rempli de vaisselle sale, qui s'ouvre une bonne bouteille, juste, qui mettent de la musique. Je cite « Ne t'en fais pas Hélène, tu tiens bon. À quel point tu tiens bon, c'est effrayant. Ils sont tous morts ou malades, et toi, tu danses. » Et d'ailleurs, elle interrompt sa danse parce que le fenouil est cuit et que ça sent drôlement bon, que ça lui rappelle sa campagne, mais pas de nostalgie. Pour elle, ça a existé et c'est le principal. Et maintenant, imaginez la même scène racontée par Michel Houellebecq. Bon, l'enseignante rentre chez elle, assiette sale dans l'évier, frigo vide, fenouil moisi, elle branche YouPorn, prend un pseudo et clique sur l'onglet zoophilie. Houellebecq. Voilà, oui. Minimum. Il manque un musulman quand même dans la cuisine, caché. Imaginez la même scène racontée par Gustave Flaubert. La préceptrice descend du fiacre, rentre chez elle, son cœur est vide, la pluie tombe, forcément chez Flaubert, elle s'allonge et se suicide, c'est réglé. Ceci dit, c'est presque, mauvaise foi, le résumé de Madame Bovary, mais bon. 120 étages plus bas, bien sûr. La même scène racontée par Juan Branco. La prof, coupable d'appartenir à cette élite assassine au service du gouvernement fasciste, rentre dans son appartement dont elle est honteusement propriétaire et pour expier, dénonce au syndic son voisin qu'il a vu embrasser la babysitter devant les boîtes aux lettres. Voilà. Bon. Mais plus sérieusement, dans notre littérature, il y a les écrivains du fracas. C'est Blaise Cendrars, c'est Louis Calafert, c'est Joseph Kessel, c'est tous les écrivains de la guerre. Et puis, il y a les écrivains de la douceur. C'est Françoise Sagan, c'est Patrick Modiano. Et c'est un livre d'Albert Camus qui n'est pas très connu, qui s'appelle Noces, dans lequel il raconte juste les pastilles de menthe qui sont distribuées dans les cinémas d'Alger, le vent du désert, un bon repas. Et il dit « Oui, je suis présent. Et ce qui me frappe à ce moment, c'est que je ne peux pas aller plus loin. » Eh bien, Hélène, c'est pareil. L'instant qu'elle vit, en fait, est son seul horizon. Elle ne peut pas aller plus loin. En fait, elle est pleinement dans la douceur de l'instant. Vous arrive-t-il d'être repu, demande-t-elle à ses étudiants, et en fait, répondre oui est une des choses les plus difficiles du monde parce qu'en fait, ça signifie être en paix. Donc, je vous redonne les références. C'est très difficile d'être en paix. La belle Hélène de Pascal Rose est parue chez Stock. Merci Clara Dupont-Mono. Merci. Et c'est pour vous, à savourer avant de monter sur scène tout à l'heure. Allez, très bien. Hop, cadeau. Merci Clara Dupont-Mono. On peut vous réécouter en podcast si toutefois vous avez pris la chronique de Clara en cours. Stomy Bugsy est avec nous.
Le rap et le hip-hop sont les rois du pétrole musical en ce moment. Et cette semaine, son pionnier en France, Lionel D, est décédé à Londres dans l'anonymat et le dénuement le plus complet. Au point que pour ne pas finir dans le carré des indigents à Londres, ses amis tentent de faire rapatrier son corps. Également animateur radio, Lionel D était tellement en avance sur son temps que son heure est arrivée un peu trop tôt. Alors, on a trouvé assez peu d'articles là-dessus. France Info en a fait un long avec plusieurs vidéos qui remontrent qu'il a fait quelques chansons, qu'il a été animateur radio de Dynastyle sur Nova avec Dynasty, qui demande justement le rapatriement de son corps. Il a lancé Supreme NTM, Assassin, MC Solar et un certain Ministère Amer. Donc vous l'avez connu, Lionel D. Par contre, Lionel D, comme vous l'avez si bien dit, il avait cette émission phare le dimanche sur Radio Nova. Et c'était l'émission où on rêvait tous de passer. Si tu passais dans cette émission-là et que tu faisais une belle prestation, tu avais un nom dans le hip-hop. Et lui, c'était... vous avez, là, malheureusement, il est décédé à 61 ans. Moi, j'en ai 48 ans. J'ai 48 ans, 47. Et vous voyez, c'était le grand frère. C'était presque un père pour nous. Et donc, il est arrivé, c'était le maître de cérémonie. Et c'est lui qui disait... qui prend le micro ou non. Et nous, on était des garnements, on était des Lascar, des Kaira, et il arrivait à bien nous canaliser et donner la parole à tout le monde avec respect. Et il savait se faire aussi se faire obéir, parce qu'il fallait contenir toute cette fougue, cette jeunesse qu'on était. Et voilà. Et il a sa particularité, son don, c'était d'improviser. Il pouvait improviser pendant des heures et des heures, pendant toute la soirée. Et c'était plus qu'un précurseur, c'est un précurseur, c'est un des fondateurs du rap français avec Johnny Go. On parle des années 80 et 90. Voilà. Donc ça a été un des tout premiers rappeurs avec Johnny Go et Destroyman. Et malheureusement, il était trop, pour moi, malheureusement, il était pas, je vais pas dire trop âgé, mais trop en avance sur son temps et trop mature. Trop mature, il était obligé de nous canaliser. Donc il avait un peu le rôle du prof, du mono. Donc c'était ça. C'est là où on est étonné, où le rap et le hip-hop sont vraiment dans une forme d'apogée là en ce moment, et lui disparaît dans l'anonymat et le dénuement le plus total. Il a eu raison trop tôt. Raison trop tôt, il est parti trop tôt, et je pense qu'il était trop. Quand on écoute les textes de Lionel D, il était trop bon. Je pense qu'il était trop bon pour la musique. Surtout le business des maisons de disques, il était trop bon pour ça. Faut être un peu pas méchant, mais je pense que Lionel D, c'était vraiment il faisait un peu un rap de la douceur, même s'il y avait beaucoup de messages qu'il disait. Ça va totalement avec ce que vous disiez. C'était Lionel D, c'était un peu le Dalai Lama du rap. L'abbé Pierre du rap. On a pu lui rendre un petit hommage sur cette antenne. Et donc je vous renvoie par exemple à franceinfo.fr qui renvoie à plusieurs vidéos, des extraits d'émissions sur Nova. Et voilà pour celui qui a aidé à vous lancer, Stomy Bugsy. Juliette Arnaud, je vous laisse Stomy pour un questionnaire de Parjupy-Proust. Voilà, sur le thème de quelque chose que vous connaissiez assez bien, qui est le thème du lover. Allez. Question numéro 1. Sur l'échelle de 0 à 10 du lover, 0 étant un tabouret 3 pieds et 10 étant Benjamin Biolay, à combien vous situez-vous ? J'ai pas entendu là, parce que j'ai entendu le beat, c'est Ministère Amer, c'est pour ça que vous avez dit. Vous étiez pris. Je connais. Répétez-la. Sur l'échelle de 0 à 10 du lover, 0 c'est un tabouret 3 pieds, 10 c'est Benjamin Biolay, vous vous situez à combien ? 13. Ouais. Super. L'actrice Mae West, grande loveuse devant l'éternel, disait: là dans ta poche, c'est ton revolver que je sens ou t'es juste content de me voir ? Et vous êtes content de nous voir ? Oui, très L'actrice Mae West, toujours elle, disait: je suis une fille rapide qui aime les hommes lents. Et vous ? Oh lolo, je suis les deux à la fois, je suis un hybride entre le lent et le rapide. Ok, très bien, vitesse modérée, je prends. Quel grand séducteur... Non, je prends, de façon pareille. C'est pas ça, c'est évidemment pas ça. Comment marcher, Juliette. Non, c'est pas ça. Regardez, je rougis pas, c'est la preuve. Quel grand séducteur aimeriez-vous incarner à l'écran ? R. Kelly, DSK ou Harvey... Ouh là là, excusez-moi, je me suis trompée avec mon fichier des agresseurs sexuels. Non, question plus gentille. Quelle personnalité politique inviteriez-vous chez Flunch le jour de la Saint-Valentin ? Une personnalité politique ? Chez Flunch. Chez Flunch, le président Macron. J'adorerais ça. Légumes à volonté. 3 verbes. Embrasser, épouser, quitter. 3 femmes. Agnès Buzyn, Rachida Dati, Anne Hidalgo. Vous faites quoi avec qui ? C'est dur. Anne Hidalgo, je crois. Mais quoi ? Vous l'embrassez, vous l'épousez, vous la quittez ?
Bah, les 3, ça peut marcher. Non, je l'embrasse. Vous l'embrassez. Rachida Dati, qu'est-ce que vous faites avec elle? Et c'était quoi alors, l'embrasser, là, quoi? Embrasser, épouser, quitter. Je l'épouse. Hey, et Agnès Buzyn va vous la quitter. Vas-y, encore une. Vous, les femmes, disait Julio Iglesias, c'est pénible ces généralités. Lesquelles, précisément, de femmes? Lesquelles? Non, c'est toutes les femmes. C'est toutes. Et Juliette, allez, on va dire Juliette. Merci Stomy Bugsy. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes actuellement au Théâtre du Gymnase. Vous jouez ce soir d'ailleurs, car c'est du jeudi au samedi à 21h jusqu'à la fin mars. Un jour j'irai à Détroit, que vous avez coécrit avec David Desclos, mise en scène Dominique Coube. Et vous jouez avec David Desclos et Cyril Gale. Et puis j'espère que vous irez dans toute la France pour nous raconter l'histoire de ces tirailleurs sénégalais. Merci Stomy Bugsy. Merci de l'invitation. Merci à vous tous. C'était avec joie. À demain, nous recevons la chanteuse Marie-Paul. Belle. 125h16. Pardon, 10.